Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouveau drame au Mali. Au moins 95 civils ont été tués dans une localité du centre du pays. La région est déchirée par un conflit intercommunautaire de plus en plus meurtrier. Cette tuerie n'a pour l'heure pas été revendiquée. Ultimatum au Libéria. Le Conseil des Patriotes a annoncé ce dimanche 9 juin accorder un mois au gouvernement pour satisfaire leurs revendications. Ils réclament notamment des mesures pour résorber la crise économique et endiguer la corruption. Et puis au Sénégal, le financement participatif a le vent en poupe. Il permet aux entreprises locales de débuter et de maintenir leurs activités. C'est le cas pour une pâtisserie du nom de Aux Merveilles, située à Touba, la deuxième plus grande ville du pays. 95 personnes ont été tuées au Mali dans la nuit de dimanche à ce lundi 10 juin. Il s'agit des habitants d'un village de la région de Mopti, situé dans le centre du pays. Selon une source sécuritaire malienne, le village aurait été quasiment rasé. Le bilan pourrait d'ailleurs s'aggraver. Les autorités locales sont toujours à la recherche de disparus. D'après le témoignage de civils, des hommes armés seraient venus tirer, piller et brûler le village. Depuis le début de l'année 2019, les violences entre des membres des ethnies Dogon et Peul ont fait des centaines de morts. Cette tuerie intervient après le massacre de plus de 150 Peuls non loin de la ville de Bankas. C'était en mars dernier. Écoutons Boureima Soulo, le porte-parole de Sauvons, la région de Mopti. Les attaques ont commencé à partir de 17h et se sont arrêtées aux alentours de minuit. Donc c'est là où, selon le maire qui a fait le déplacement ce matin, qui s'est rendu sur le lieu, dans le hameau, il a fait lui-même, selon lui, il a fait un décompte de 95 victimes. Et le ministère de la Défense a donné le même nombre de victimes et 16 personnes portées disparues. Donc ce qui veut dire que le village est totalement rayé de la carte. Les maisons sont brûlées, les greniers sont calcinés, tout est brûlé. Donc c'est vraiment un carnage qui s'est produit après celui de Ouagassogou le 23 mars dernier. Donc là, on peut dire que le centre du Mali, ça chauffe. Au Libéria, les manifestations se multiplient contre la politique du gouvernement. Le Conseil des Patriotes a donné ce 10 juin un ultimatum au chef de l'État, George Weah. Il s'agit du collectif des organisateurs de ces manifestations. Ils réclament des mesures pour résorber la crise économique, un tribunal spécial pour juger les responsables de guerre civile et le renforcement de la lutte contre la corruption. Les précisions d'Aïssa Toubaï. Au Libéria, le Conseil des Patriotes, organisateur de la manifestation du vendredi 7 juin, a annoncé dimanche accorder au président George Weah un sursis d'1 mois pour satisfaire leurs revendications. Parmi ces revendications figure l'ouverture de poursuites pénales contre le ministre des Finances Samir Touéa et le gouverneur de la Banque centrale du Libéria, Nathaniel Patré. 1 an, pas même 2 ans, et nous sommes comme ça. Et si nous entrons dans la 3e année, que va-t-il se passer pour le pays? Dites-lui qu'il doit se lever. S'il n'est pas prêt à changer, laissez-le démissionner. Nous sommes fatigués. Pour moi, personnellement, je suis fatigué. Les élections qui ont porté George Weah au pouvoir avaient suscité beaucoup d'espoir. Après plus d'1 année à la tête du pays, les promesses tardent à se concrétiser, d'où la grogne populaire et des opérations monétaires hasardeuses conduites par la Banque centrale du Libéria n'ont fait qu'aggraver la situation. Le peuple libérien définira lui-même son destin et ce sera l'appel de la démission du président parce qu'il n'a aucune idée pour diriger les affaires de l'État. Sous sa direction, les masses populaires souffrent. Le président George Weah a annoncé des réformes pour apaiser la population, notamment le changement à la direction de la Banque centrale, intensifier la lutte contre la corruption et à maintenir la priorité accordée à l'éducation, à la santé et aux infrastructures. Des mesures jugées insuffisantes pour cet État qui a longtemps souffert de la guerre selon les analystes. En Côte d'Ivoire, les propos de l'ancien président Henri Konan Bédié sur les étrangers ont suscité la polémique. Le gouvernement ivoirien lui-même a condamné ces propos qui affirment que des étrangers armés sont présents en Côte d'Ivoire dans le but de saboter l'élection présidentielle prévue en 2020. Les précisions de Marcel Farba-Maroun.
Au cours d'une rencontre tenue à l'occasion de la réception d'une délégation de son parti le 5 juin 2019 à Daoukro, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a tenu des propos jugés délicats sur les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, incriminant des étrangers armés. Le leader du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, craint un sabotage de la prochaine présidentielle prévue en 2020. On fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. Et la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué rendu public samedi 8 juin 2019 par Sidi Thiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, ce dernier condamne des propos d'une extrême gravité, appelant à la haine à l'étranger. Le gouvernement est dans son rôle d'interpeller qui que ce soit pour que la cohésion sociale, la réconciliation nationale ou la paix relative de la Côte d'Ivoire soit une réalité du vivre ensemble. Sans discussion nationale dirigée par le gouvernement ivoirien, les ignorants étant les plus nombreux, c'est ceux-là qu'on peut manipuler et c'est ceux-là qui se tuent entre eux. Depuis 30 ans, toutes les crises qui sont arrivées, toutes les crises majeures, combien de leaders politiques, combien d'hommes politiques ont été pris à partie? Jamais. À quelques mois du scrutin présidentiel de 2020, le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire, notamment entre le camp du président Alassane Ouattara et ses ex-alliés du PDCI, dirigé par Henri Konan Bédié, qui a rejoint l'opposition depuis son retrait du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le Sénégal se met au financement participatif, un mode de financement qui permet le développement d'entreprises locales. C'est le cas d'Aumerveille, une pâtisserie située à Touba. Pour la Banque mondiale, ce type de financement pourrait permettre au continent de mobiliser des milliards de dollars. Les précisions d'Ange Bijonomagno. À Touba, ville située à 194 km de Dakar, la capitale sénégalaise, se trouve une pâtisserie du nom de Aumerveille. Financée par le groupe d'investissement M&A Capital, cette pâtisserie haute de gamme est l'une des plus rares de la région. Son installation a pu se faire grâce à un mode de financement participatif employé par son principal investisseur. Au Sénégal, nous avons un gros problème. Il n'y a pas d'économie locale. Quand je dis économie locale, ça veut dire que tout est concentré sur Dakar. Alors que le potentiel est énorme. Ils ont été très pertinents, par exemple, de poser ce Aumerveille à Touba, où il y a un pouvoir d'achat, il y a une demande, mais il n'y avait rien. Et donc, c'est aussi une démarche extrêmement innovante et très intéressante d'investir hors de Dakar. Le financement participatif est un mode de financement qui n'est pas encore très répandu au Sénégal. Les prêts ou les investissements s'opèrent généralement entre des amis ou des connaissances. Il n'existe pas non plus de cadre réglementaire permettant de définir des règles de financement participatif qui pourtant est un défi majeur pour la croissance du pays. Avant, je partais jusqu'à Dakar où j'envoyais des gens à Dakar pour acheter de la bonne pâtisserie. Mais depuis que j'ai vu Aumerveille, sincèrement, ce n'est plus le cas. Je viens me ravitailler ici quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Selon la Banque mondiale, l'Afrique pourrait toucher des milliards de dollars si elle venait à adopter le financement participatif comme mode d'investissement. 23 ans après sa mort, elle raconte son père. Le film documentaire sur les traces de Mamani Abdoulaye est sorti officiellement au Niger. Dans ce biopic, la réalisatrice Amina part sur les traces de son père et fait découvrir au public ses réalisations en tant qu'homme politique notamment. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Sur les traces de Mamani Abdoulaye, un film documentaire de 63 minutes pour retracer l'histoire de l'homme politique nigérien décédé en 1993. Militant et syndicaliste déterminé, journaliste écrivain engagé, il a lutté toute sa vie pour la liberté des peuples et l'indépendance de son pays, le Niger. Cet homme, c'était le père de Amina, la réalisatrice du film. J'ai compris qu'il y a une page qui manque dans l'histoire officielle du Niger. C'est en partant de ça, j'ai dit bon, je pars à la recherche de traces de mon père que moi je n'ai pas connu et de son histoire. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Mon film parle de la petite histoire dans la grande histoire. En repartant sur
les traces de son papa 23 ans après sa mort. Amina redécouvre en même temps que son histoire, celle de son pays. Une vie d'espoir, de combat et d'exil au cœur de l'histoire contemporaine et du mouvement de décolonisation de l'Afrique. Dans ce film, Mamani Abdoulaye a été raconté par ceux qui connaissent encore en mémoire une partie de l'histoire politique du Niger. Ce film m'a fait comprendre l'histoire du Niger. Ce film m'a fait comprendre la valeur du Niger. Parce qu'en Afrique, on ne connaissait pas l'histoire du Niger. Le Niger a lutté pour l'indépendance. Moi, en tant qu'historien, je ne savais pas. Je suis malien, comme on le dit, mais je me sens nigérien aujourd'hui. Ce film m'a éclairé. À travers ce film, la réalisatrice entend faire découvrir au public l'homme politique qui semble avoir aujourd'hui disparu de l'histoire officielle du Niger. Un homme qui, dès son plus jeune âge, s'est engagé en politique dans un contexte colonial marqué par l'emprise de la présence française. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.